Et bonjour à tous, bienvenue sur Keplan, épisode 5 déjà, votre podcast sport extrême, aventure, les off aussi de ce qu'on vit sur YouTube et tous nos sports divers et variés. Pour ceux qui nous découvriraient aujourd'hui, on est Clément et Paul, heureux propriétaires de la chaîne Hit the Road, 800 000 et quelques abonnés. On fait des vidéos depuis 2018 sur plein de sports différents, le parcours, l'escalade, des aventures de fou à travers l'Ukraine, les pays de l'Est, en Asie, on a grimpé des grues, des trucs, enfin bref, plein d'aventures chouettes. Et ici, on vous raconte un peu nos expériences en tant que sportifs, humains, peu importe, c'est assez général. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gros sujet, une discussion qu'on a eue il y a quelques semaines, mois déjà, sur notre rapport un peu au sport, à tout ça, avec l'âge qui évolue, les disciplines qui évoluent. Je trouvais ça intéressant qu'on revienne là-dessus aujourd'hui. Carrément, parce qu'on a tendance à faire pas mal de contenu super positif, où il y a vachement d'énergie et tout. Et c'est vrai que la discussion qu'on a eue, c'est une discussion, on s'est dit, principalement de ta perte de motivation à l'entraînement. Et du coup, on s'est dit, c'est intéressant d'aborder aussi un contenu où tout n'est pas, tu vois, genre rose entre guillemets. On va dire ça comme ça. Donc, et puis peut-être que vous allez vous retrouver parce qu'il y a tellement de contenu qui glorifie un peu le développement physique, le développement mental, le développement business, entrepreneurial et tout. Mais il n'y a pas beaucoup de trucs qui parlent de quand ça va mal, tu vois, comment tu abordes le truc. On va parler aussi de vieillir, forcément, parce que même quand tu cherches à pousser, parfois ça devient de plus en plus dur, tu vois, avec l'âge. Et je pense que on le sait, hein, notre tranche d'âge qui nous regarde et nous écoute, vous êtes super variés et il y a autant de 18-25 que de 25-35. Et plus de 35-40, je crois qu'on est à 12% de 35-40 par rapport à des moins de 18 qui sont genre 2%. C'est ça. Donc on a une communauté de vieux par rapport à YouTube et tout, tu vois. Ça dépend ce que t'appelles vieux, mais en tout cas, on a une communauté qui nous ressemble. Je pense qu'on a la communauté qu'on mérite. Tu sais ce que je veux dire? Donc on vit un peu ces périodes-là en même temps. Vous qui nous écoutez, et on trouve ça cool d'en parler directement. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle quand même, si vous nous regardez sur YouTube, vous avez la vidéo pour ce podcast. N'hésitez pas pour soutenir, vous abonner à la chaîne. On a des sub-goals. À chaque palier d'abonnés, ça débloque un peu des contenus de fou, comme sauter en parachute du haut de la Tour Eiffel, entre autres. Si vous écoutez sur les plateformes classiques, Spotify, Apple Podcast et Deezer, les 5 étoiles, ça nous aide beaucoup sur le référencement. Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. On lit à chaque fois tout ce que vous nous dites pour améliorer ce podcast et proposer des sujets divers et variés. Donc alors, avoue-nous tout. T'as plus de motivation à l'entraînement. Qu'est-ce qui se passe, mec? Raconte-nous. Je t'avoue que j'arrive pas à le quantifier si ça fait 1 an, 2 ans, 2 ans et demi, où il y a un peu cette perte de croissance, de puissance, je sais pas, mais moi déjà de base, vous qui nous écoutez, vous le savez peut-être pas, moi je suis quelqu'un qui est dur à motiver. C'est-à-dire que quand je suis dans le truc, j'y vais à 2000% et je suis moteur d'un projet. Mais l'étincelle de départ pour commencer le truc, elle est difficile. Très vite, j'ai trouvé des excuses. Tu vois, s'il faut faire 35 minutes de voiture pour aller, je sais pas moi, une salle d'entraînement, tout seul, j'ai la flemme. S'il faut aller s'entraîner tout seul, j'ai la flemme. Ce qui est cool avec Paul, c'est que lui, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui est plutôt moteur sur l'étincelle. Mais après, ultra flemmard. Pratiquement. Mais t'as souvent eu ce truc de me motiver, peut-être de me prendre vraiment par la main en mode t'as pas le choix, tu viens. Au début, je râle, et en fait, quand je suis dedans, je kiffe, tu vois. C'est vrai qu'historiquement, j'ai toujours été un peu, entre guillemets, initiateur, mais bon, après, on se chauffe mutuellement sur les défis, sur les sports, sur machin. Et c'est vrai que j'ai ressenti que la flamme de départ, elle était en mode de plus en plus dure à impulser ces derniers temps. Et comment ça t'est venu un peu ? En fait, vu que je suis encore dans cette phase, c'est difficile de décanter un peu et d'analyser c'est quoi le problème ou quoi. Je suis encore moi-même en plein de questionnements divers et variés. Mais c'est vrai que j'ai plus trop la motive à aller m'entraîner. Est-ce que c'est lié au fait d'habiter au Portugal, tu vois, où j'ai pas forcément une salle d'escalade à 1 minute de chez moi, j'ai pas forcément des spots de parcours propices en termes d'architecture devant la maison. Donc est-ce que c'est ça la barrière ? Est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est aussi l'âge, tu vois, arriver dans une autre phase de notre vie quand t'as 30 ans et plus, c'est plus les mêmes préoccupations qu'à 20 ans. Tu as d'autres préoccupations sur, je sais pas moi, voir ton avenir, avoir une vie de famille, j'en sais rien, d'autres envies aussi. C'est vrai que pendant longtemps, la préoccupation principale de l'entraînement, c'était, alors c'est très cliché, hein, mais devenir la meilleure version de toi-même. C'était vraiment l'objectif de l'entraînement, quoi. Tu vois, on s'entraînait pas pour un truc, on s'entraînait juste pour être fort physiquement, juste, tu vois, pour nous-mêmes, quoi. Ouais. Mais t'as un truc très lié à l'âge, tu vois, où effectivement, dans la vingtaine, t'as un peu ce truc de, malgré toi, tu veux quand même prouver que t'es là, tu vois, genre, t'as des sauts que tu fais...
parce que tu as envie de les faire, mais tu sais aussi que t'as cette flamme en toi de vas-y, il faut que je fasse le plus gros saut de parcours, la voie d'escalade la plus dure, le truc le plus fou, le plus haut, le plus extrême, t'es toujours le plus. Et j'ai l'impression, depuis qu'on a switché il y a quelques années dans la phase 30 et plus, où maintenant en fait je suis en mode mais en fait j'ai rien à prouver. Pendant toutes les années précédentes j'ai prouvé finalement ce dont j'étais capable, et aujourd'hui je suis plus du tout dans ce truc là, et même limite ça me gonfle quand il y a cette recherche, tu vois, dans YouTube, c'est très présent, mais même aussi parfois des gens en commentaire qui sont en mode à quand la plus haute grue de machin, le plus truc, le plus machin. Et j'ai envie de dire, ouais, c'est cool, mais je suis plus dans cette recherche de le plus gros, le plus énorme, le plus difficile. Le plus énorme mais sec. Ouais, tu vois. Mais en tout cas, moi, pour venir à la motivation, j'ai peut-être même plus de motivation. Je crois que c'est croissant avec les années, et encore plus au moment où j'ai trouver des sports un peu de voile, un peu de moteur, tu vois, qui se sont, entre guillemets, qui sont plus des sports de pilotage. Et j'ai l'impression que c'est un peu mon nouveau challenge, et que je me réalise plus dans ces trucs-là que dans le parcours ou la grimpe, où j'avais un peu l'impression d'avoir un facteur corporel limitant, dans le sens où je suis grand et lourd, et c'est des trucs où du coup quand t'es grand et lourd, t'as beaucoup à soulever, beaucoup à tirer. Je me sens moins limité dans les sports de pilotage qu'on fait en ce moment que peut-être avant. Et donc là-dessus, j'ai senti que j'avais encore tellement de choses à explorer que ça m'a vraiment redonné un boost de motivation. Mais ce qui est marrant sur ce rapport-là, tu vois, c'est que j'ai l'impression, pour prendre l'exemple des sports avec des moteurs, donc a priori la moto, c'est ça dont on parle, oui. C'est vrai que tu as plus de prédisposition physique, génétique, dans le sens où, effectivement, tu vois, la moto, pour toi, par rapport à son poids, sa taille, et toi, ton poids, ta taille, ta force, elle est facile à manier. Là où moi, je galère un peu plus quand la moto, elle tombe, putain, je galère à la relever. Toi, c'est plus, tu la manies comme un jouet, tu vois. Mais ça, c'est pas des excuses, parce qu'il y a des pilotes de rallye qui sont hyper petits et qui mettaient pas les pieds par terre. Mais là, c'est un peu l'inverse, où avant, tu vois, j'avais plutôt un physique avantageux pour ce qu'on faisait, parcours, escalade, rapport poids-puissance très léger. Là où dans les sports type moto, etc., je suis plus avantagé par mes prédispositions génétiques. Là où toi, tu l'es peut-être un peu plus. Et c'est marrant que ce soit l'inverse par rapport à avant. C'est toi qui as l'avantage maintenant sur ces sports-là par rapport à moi, tu vois. C'est rigolo. Mais du coup, tout ça pour dire que la motivation, moi, limite, elle est croissante avec les années. Là où je me retrouve dans ce que tu disais, c'est on a un peu appris à accepter notre corps, tu vois, dans le sens où, je t'en parlais il y a pas longtemps, j'ai jamais été heureux avec mon corps dans la période où j'étais le plus athlétique, dans le sens où j'étais le plus dans la recherche d'être stock, d'être musclé, d'être fort physiquement, faire des tractions et tout, tu vois. J'étais vraiment dans cette recherche de performance, et donc quelque part mon corps était le plus athlétique qu'il n'ait jamais été, mais j'étais aussi le moins satisfait par le corps que j'avais, tu vois, parce que j'étais dans cette recherche, tu vois. Et là, paradoxalement, j'ai totalement accepté mon corps, et je suis peut-être beaucoup moins athlétique qu'avant, mais je vis beaucoup mieux avec le vaisseau corporel que je possède pour explorer cet univers. Non, tu vois ce que je veux dire? Non, ouais, bien sûr. Et c'est un peu paradoxal. Tu vois, par exemple, moi là... Aujourd'hui, j'ai le physique le moins bon par rapport à toutes nos années de sport, etc. Pour autant, je l'accepte et je sais, ok, tu vois, en fait, tant que mon corps n'est pas limitant, je m'en fous de plus avoir un six-pack ultra sécos dessiné, d'avoir un tour d'épaule, un tour de bras démesuré. Genre, je m'en fous, tu vois. En fait, moi, tant que je suis capable de faire ce que j'ai à faire avec mon corps, ça me va. C'est là où le jour où peut-être que si, je sais pas, je prends 10 kilos, que je suis essoufflé pour grimper une tour, là je pense que ça va poser problème. Pardon, j'ai une vision toi essoufflé, à galérer à monter. Ouais. Je t'avoue, moi je suis pas satisfait visuellement du physique que j'ai, mais pour autant il est pas limitant dans mes activités. Donc je l'accepte tout à fait, et je l'accepte d'autant plus parce que je sais quelle est la raison. C'est juste que vu que j'ai plus la motivation à m'entraîner autant qu'avant, c'est normal que le corps évolue. Après il y a aussi l'âge qui rentre en jeu, tu vois. C'est des gens comme le Major Gérald, tu vois, à 50 balais, avoir un physique aussi dessiné, aussi athlétique. Mais c'est là où du travail de fou, quoi. Ouais, mais lui la motivation elle est toujours là. C'est-à-dire qu'à la pause d'âge, c'est toujours je vais faire mes deadlifts de coups avec la serviette que je mords avec les haltères accrochés, tu vois. C'est une motivation ou une discipline. Ouais, je pense que c'est une discipline tellement ancrée en lui que... Ouais. Elle est marrante, cette frontière entre discipline et motivation, tu vois, parce qu'il faut de la motivation pour se discipliner au départ, mais tu vois, après, quand t'es tellement dans la routine, tu te poses plus vraiment la question, tu vois. Alors que c'est vrai que nous, on a toujours pratiqué des sports où l'imagination nourrit l'entraînement. C'est-à-dire que t'as beau vouloir,
si t'as pas d'imagination pour te dire où est-ce que je vais aller m'entraîner, tu vois, c'est pas comme si tu vas dans une salle de sport et t'as un coach et qui te dit allez, tu me fais 20 burpees, 4 squats, bon, on est gentil, et puis ce sera bien pour aujourd'hui. Là, c'est vrai qu'il y a la recherche du bon spot, des bons mouvements, enfin, tu vois, il y a un peu un travail créatif à donner avant même de pouvoir faire quelque chose qui te profite physiquement. C'est vrai qu'en en parcours escalade, si t'as pas l'ouverture d'esprit, la créativité pour savoir quel mouvement faire ou tiens, il y a 2 murs, quel mouvement je peux faire pour les passer, c'est compliqué. J'ai des souvenirs comme ça de spots d'entraînement où j'arrive pas forcément motivé, comme à mon habitude. Et je sais pas, l'architecture est tellement particulière, il y a des beaux murs bien anguleux, bien béton, bien crado comme on adore. Et d'un coup, ça t'inspire et t'as envie de bouger et tu commences à bouger. Effectivement, ça te nourrit pour t'entraîner. Du coup, c'est vrai qu'on a fait que des sports où l'imaginaire et le visuel te donnent envie de t'entraîner, mais vu qu'on n'a jamais fait de musculation, où tu appliques basiquement et bêtement un nombre limité de répétitions, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas cette discipline ancrée. Mais du coup, toi, est-ce que ce serait pas même plus l'imagination qui ferait défaut, à défaut de la motivation? Y aller ou savoir quoi faire, entre guillemets? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je saurais pas te dire. Je pense qu'il y a les deux, tu vois. Déjà, au Portugal, c'est plus l'architecture de banlieue parisienne qui me parle, tu vois, du bon béton anguleux et tout. Forcément, fais gaffe, parce qu'en 2 secondes, il va vous dire qu'il a été forcé à venir ici. Non. Salopard. Non, mais dans le sens où. Non, mais j'adore l'environnement, mais spécifiquement pour le parcours, ça m'inspire moins. Et puis l'architecture est moins propice, tu vois. On est quand même en campagne, il n'y a pas beaucoup de béton. Heureusement d'ailleurs. Je ne saurais pas te dire exactement c'est quoi le mixte. J'ai l'impression aussi qu'il y a un truc, une sorte de barrière mentale que je me suis imposé seul, dans le sens où avant de bouger au Portugal, on commençait à avoir fait plein de trucs et tout. Et pour plein de raisons, j'ai mis fin aussi à des séries de compétitions, genre les compétitions de parcours speedrun, j'en faisais plus parce que je savais que j'allais déménager et qu'il n'y avait plus la possibilité de le faire ici. J'ai arrêté Ninja Warrior. Le chase tag, pareil, sans structure, sans truc officiel ici au Portugal, c'est pas possible de pratiquer. S'il n'y a pas de structure, tu peux pas faire de résultats. Et vu que je suis compétiteur, si je fais une compétition, c'est un minimum pour faire un classement. Et en fait, vu que j'ai un peu arrêté tous les circuits compétitifs pro, en quelque sorte, j'ai pris ma retraite sportive, tu vois. Et je pense que mentalement, vu que je sais que j'ai pris cette pseudo-retraite sportive, il y a moins cette recherche de l'excellence, entre guillemets, d'aller s'imposer des répétitions, parce que personne n'aime faire 200 tractions. Après, tu peux trouver une motivation parce que tu sais que ça va te déverrouiller des classements, des aptitudes pour grimper. J'ai dû me mettre une sorte de barrière de, voilà, tu as pris ta retraite sportive, donc la discipline de base pour garder un niveau athlétique a un peu disparu, tu vois. De base, sur plein de trucs qu'on faisait avant, de grimpe et tout, si t'étais pas capable de faire tes 20 tractions réglementaires, ça allait être problématique. T'allais pas arriver en haut de la voie, tu vois, t'allais avoir des problèmes très concrets au tournage qui allaient se poser. Alors que là où maintenant, où les sujets de vidéo aussi, les concepts sont plus variés et conceptuels également, tu vois, c'est des histoires, c'est des trucs comme ça. C'est moins fondamental d'arriver à faire 20 tractions strictes. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que paradoxalement, moi, j'ai jamais eu l'impression de faire du sport ou de la musculation parce qu'il y avait tellement ce travail créatif de jeu avec le parcours. T'as l'impression de jouer, t'as pas l'impression de bouffer des squats, machin. On a fait un peu de renforcement à côté parce que c'était nécessaire. Et que... Moi, j'ai jamais eu l'impression d'aller vraiment faire du renforcement. Particulièrement, tu vois. C'était vraiment plus... moi, je l'ai eu plus sur des objectifs compétitifs de Ninja Warrior. Si je faisais pas beaucoup d'escalade, beaucoup de traction, j'avais pas le niveau pour aller loin dans l'émission, tu vois. Ou certaines compétitions de speedrun, où si tu fais pas de la répétition bête et méchante de... je vais faire 1000 sauts de chat pour passer le plus rapidement, le plus efficacement possible un mur. Mais vu que j'avais cet objectif final de la compétition et du résultat, je l'ai jamais vécu effectivement comme... putain, je suis comme un connard dans ma salle à soulever mes poids en répétition et ça me gonfle, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y avait soit du jeu, soit un objectif clair qui permettait de faire passer la pilule finalement, tu vois. Ouais. Et dans ceux qui nous écoutaient actuellement, là, tout de suite, votre motivation varie-t-elle? J'imagine que oui. Dites-le nous. Ça, on peut vous lire. On a moins l'impression d'être 2 gars dans une case qui parlent à un buisson. C'est pas mal aussi. Mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est justement la motivation, c'est l'objectif final d'avoir un physique peut-être plus athlétique, d'avoir un summer body, d'être moins fatigué quand ils prennent l'escalier. Je pense que tu as ce truc-là, tu vois. Mais nous, on a tellement baigné, moi en tout cas, toute ma vie dans le sport que ça n'a jamais été une recherche parce que j'ai été athlétique dès mon plus jeune âge, vu que j'ai fait de la compétition dès mes 5 ans dans mes premiers sports, tu vois. Mais même sinon, si le summer body, tu t'en bats les couilles, du coup, la motivation, elle est super dure à trouver.
Bah t'as des gens aussi, c'est pour se vider la tête, tu vois. Il y a aussi ce truc-là du sport où putain après une bonne séance, même si t'en as chié, t'as ces endorphines qui te mettent bien, tu vois. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que maintenant la recherche du summer body, je t'avoue qu'elle me passe, mais J'en ai rien à carrer, c'est clair. ouais, j'ai du gras. Et alors, je trouve qu'il y a... Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a tellement de contenu qui glorifie... Enfin, en fait, je pense que même tout, genre, l'ensemble des contenus sur Internet sont là pour flex une shape, flex n'importe quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'il faut aussi se rendre compte qu'on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles d'être plus riche l'un que l'autre, on s'en bat les couilles d'être plus musclé, enfin, plus beau, plus, avec les dents plus blanches. Ouais, j'ai des dents jaunes, Non, mais c'est vrai, il faut... Ça, pour le coup, tu vois, c'est intéressant ce que tu racontes. Comme ce que tu racontais sur la plus haute grue, tu vois, on s'en bat les couilles de savoir que telle chaîne a grimpé 3 mètres de plus. J'ai remarqué qu'il y avait quelques commentaires comme ça de temps en temps qui arrivaient sur nos vidéos, tu vois, et j'y réponds à chaque fois. Tu vois, par exemple, t'as des vidéos moto, parapente, ou raconter une histoire, et peut-être ça touche moins les gens. Ou alors peut-être de l'urbex, il y a des gens ils veulent voir que de la grue, que monter un truc haut, dangereux et tout. Et donc il y a parfois des commentaires de à quand la plus haute grue, ou ah les gars, putain en 2018 il y avait que des contenus ultra dangereux et tout, maintenant beaucoup moins, ça se relâche ou quoi. Et je réponds bah en fait je n'ai plus rien à prouver. Je n'ai pas à prouver que je suis capable de, oui je peux aller la monter si je veux, mais nous on a toujours fonctionné de cette manière, de quand on fait un projet, une vidéo, c'est parce qu'en premier lieu, elle nous plaît. Si on fait ce podcast, même s'il fait que 40 000 vues sur YouTube, alors que nos vidéos sont plus à 200 000, on n'en a rien à cirer. Nous, on le fait parce qu'on kiffe. Et on sait que les 40 000 personnes qui vont le voir et écouter ce podcast vont kiffer. Tu vois, c'est le plus important. En fait, il y a cette recherche vraiment sur YouTube de plus en plus. Mais bon, vous l'avez vu avec beaucoup aussi de créateurs qui sont en burn-out, parce qu'il y a toujours la recherche de plus de production, le plus gros projet, le plus de budget, le truc le plus vénère. Mais je tiens juste à rebondir et à préciser que toutes nos vidéos sont traitées avec avec la même importance entre guillemets que on a Econo, que je fasse voler mon chien en parapente, c'est le même souci du détail et pour vous proposer un truc cool. Ouais, bien sûr. Même les podcasts, parce que certains podcasts t'as passé presque autant de temps qu'une vidéo. Ouais, non, c'est clair. Pour qu'ils soient bien cool comme il faut, à la fois à écouter et à regarder. Et pareil, cette course au nombre d'abonnés sur YouTube, tu vois, au nombre de vues et compagnie, tu vois, finalement cette course au chiffre d'affaires, tu vois, c'est purement capitaliste. Tout le monde veut gagner plus de thunes. Et en fait, c'est néfaste. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça, on en a déjà parlé plein de fois. Enfin, entre nous, je sais. Non, c'est clair. Et c'est vrai que pour reprendre cette histoire de ce commentaire auquel j'avais répondu il y a pas longtemps, avec ce truc de en 2018 ou en 2019, je sais plus, vous avez fait tout ça, machin et tout. Et j'ai un peu cette impression aussi que, effectivement, à cette époque-là, tu vois, il y avait cette boulimie de contenu c'était le début de YouTube, puis on a commencé à avoir une activité régulière sur YouTube en 2017. 2018, c'était peut-être un peu le pic de une vidéo par semaine, et chaque semaine, c'était une fourberie extrême parce qu'il y avait plein de trucs nouveaux qu'on voulait faire, tu vois. Et puis au bout d'un moment, t'écoules aussi un peu le nombre de spots, le nombre de sujets. J'ai pas envie de grimper des grues tous les jours. Une fois que je vous ai fait 4, 5, 6 vidéos, j'ai globalement dit tout ce que j'avais à dire sur les grues, c'est pour ça qu'il y en a moins. Les gens aussi se rendent pas compte ce que c'était cette période de boulimie où c'était presque néfaste, dans le sens où, alors aujourd'hui c'est à la mode de dire burn-out et tout, et on n'en a pas fait un, mais je pense qu'on n'était pas loin non plus, parce que rappelle-toi cette période, 100% de notre temps allait là-dedans. On voyait plus nos amis, on voyait plus notre famille. Difficile d'avoir aussi une relation amoureuse ou quoi, ou une relation stable avec quelqu'un. C'était vraiment, tu te lèves le matin, tu fais que du YouTube, donc tu réfléchis à des concepts, tu vas les tourner, tu les montes, tu vas te coucher, tu dors très peu, et en fait, tous les jours, pas de week-end, pas de vacances, pas de repos. Et en fait, ça, sur le long terme, c'est pas tenable, tu vois. Donc, je sais que ceux qui vont écouter ce podcast, c'est pas vous, mais parfois aussi, il faut savoir s'estimer heureux de putain, en 2018, ils nous ont trop bien mis en termes de contenu, ils nous ont gavé de contenu de fou, et là il y a peut-être moins cette boulimie, mais heureusement aussi, parce que sur le long terme tu finis par te cramer. Et nous en plus, dans nos activités extrêmes et en plein air, si tu commences à rentrer dans l'engrenage infernal, c'est là où tu vas faire une erreur un jour parce que trop de fatigue accumulée. Et nous, l'erreur, c'est pas juste je fais un burn-out et je me sens pas bien pendant un mois, c'est je tombe d'un immeuble et c'est vite dramatique. Donc, sans aller dans des extrêmes aussi grands, je pense que ce qui nous sauve aussi, c'est le fait qu'on kiffe profondément, tu vois, ce qu'on fait, parce que c'est sûr que si tu trouves que ça manque de sens, c'est la cadence, elle est impossible à tenir. Tu nous parlais tout à l'heure de ton parcours sportif. Toi, t'as commencé quand le sport ? Tu sais, je fais genre je connais pas l'histoire. Ce que j'expliquais, c'est que justement toute ma vie ça a été beaucoup, peut-être trop de sport, et aujourd'hui beaucoup moins. En fait, je vous parle de ça parce que c'est vraiment ce contraste. Vous allez vous dire il fait quand même du parapente, de la moto un peu presque tous les jours, il s'entraîne quand même toujours un peu, ça va, fais pas ta diva, tu fais toujours du sport. Mais
faut bien voir le contraste entre aujourd'hui où je m'entraîne peut-être 2 fois, 3 fois dans la semaine, grand max, et avant où c'était tous les jours, les week-ends sans jamais de repos. Parce que moi j'ai commencé par le judo comme beaucoup de gens à cette époque-là, parce que c'était un sport un peu à la mode dans les années 90. J'ai commencé, j'avais 5 ans. J'ai fait des compétitions dès 6 ans, dès que je pouvais en faire. Et de mes 6 ans à mes 15 ans, donc j'ai fait que du judo et j'avais pas de week-end. C'était tous les week-ends, c'était compétition départementale, régionale, parfois nationale. Et donc ça a été comme ça, du judo tout le temps, tous les week-ends des compètes. Et je crois qu'il y avait 3 ou 4 entraînements par semaine. De mes 11 à 15 ans, en parallèle du judo, j'ai fait aussi beaucoup de volley. Pareil, compétition pratiquement tous les week-ends ou les mercredis après-midi. Et vraiment à partir de 17-18 ans, quand on a commencé le parcours ensemble, où là j'ai arrêté ces premiers sports, ces premiers amours. Je me suis consacré à 200% dans le parcours parce que il y avait le sport et puis il y avait le parcours qui était un truc beaucoup plus fort, avec beaucoup plus de sens. Et même s'il y avait plus de compétition, il y avait une soif d'apprendre des mouvements, de se rendre compte que putain ouais, ce corps que j'ai, qui est quand même athlétique avec le sport que je faisais, en fait il est capable de choses encore plus grandes que ce que j'imaginais à travers tous ces sports, tu vois. Et du coup c'était du parcours, après la suite vous la connaissez, de l'escalade, etc. Dès mes 5 ans jusqu'à récemment, toute ma vie ça a été du sport, des compétitions tout le temps, tous les week-ends, jamais de repos. Et je m'en plains pas, hein, j'ai grandi comme ça et j'adore ça et il n'y a pas de regret là-dessus, tu vois. Moi, de mon côté, j'ai fait pas mal de sports différents, j'en ai jamais trouvé un qui m'ait vraiment transcendé. Jusqu'à ce que j'arrive dans le parcours 14-15 ans, un truc comme ça. Et là ouais, ça a vraiment été le truc où... T'as fait quoi comme sport avant ? J'ai fait du ping-pong, j'ai fait... oui, j'ai dû faire du ping-pong. J'ai fait quoi ? Ouais, j'ai dû faire du foot. Sport de combat aussi ? Oui, j'ai fait beaucoup de sports de combat, taekwondo, taijitsu. Tu vois, j'essayais quand même de grimper dans des trucs... J'ai jamais fait de grimpe et en fait c'est marrant parce que j'espère que mes parents n'écouteront pas du tout ce podcast. J'ai eu l'impression, étant enfant, de toujours émettre des souhaits, par exemple de dire tiens, j'aimerais bien faire de la gym pour apprendre à faire le salto et qu'on m'inscrive à la capoeira. Tu vois ce que je veux dire ? J'en ai fait de la capoeira aussi. Ouais, t'as fait de la capoeira. Tu sais que c'était un peu ce côté Jean-Michel à peu près de allez, on va lui faire ça, c'est pas exactement ce qu'il veut faire. Et tu vois, donc quand j'ai trouvé le parcours, j'étais enfin dans exactement ce que je voulais faire. Mais c'est aussi parce que j'avais d'un coup plus de liberté. J'étais jamais dans un sport qui me correspondait à 100%, c'est pour ça que j'ai beaucoup changé. Vous êtes sûrement pas de cet âge-là, vous qui nous écoutez, mais le libre arbitre étant enfant, c'est dur. Peut-être que tu veux faire quelque chose, peut-être que par exemple, moi j'aurais adoré faire du roller dans les half-pipe. C'était vraiment mon rêve d'enfant, tu vois. Mais j'avais pas de half-pipe, tu vois, et je voulais des rollers de street, on m'aurait faire des rollers pas de street, tu vois. C'est que ce genre de conflit où t'es à moitié dans ce que t'aimes réellement, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, le judo, je l'ai fait parce que c'était un peu le sport de notre ville où on habitait, tu vois, notre village. Et j'avais plein de potes de l'école qui étaient inscrits là, donc on m'a inscrit là aussi, mais c'était pas un souhait. Et puis à 5 ans, t'as pas un souhait de je connais le judo et je veux faire du judo, tu vois. Donc je l'ai fait un peu par défaut et j'y ai pris goût, mais c'est vrai que c'était plus presque une discipline j'ai tellement pris l'habitude dès mes 5 ans d'aller à l'entraînement, de faire des compétitions, que c'était pas forcément un souhait premier. Et c'est vrai que le parcours et la gym, ça a été les premiers sports, ça me correspond, c'est ça que j'ai toujours voulu faire. Et tiens, tu vois, je sais pas si t'as eu un sport que t'as toujours regretté toute ta vie et même aujourd'hui tu l'as pas encore fait. Vas-y. Moi j'en ai un. Ouais, j'en ai plusieurs. Moi j'ai toujours été genre fan de hip-hop, breakdance. Ok. Et j'ai toujours rêvé de faire ça. Mais grande timidité et piètre danseur, je n'ai jamais osé aussi demander à mes parents tiens, est-ce que vous pouvez m'inscrire dans un club de breakdance, tu vois. Et j'en ai jamais fait de ma vie. Maintenant, je sais faire quelques mouvements que j'ai appris tout seul en regardant un tuto pour rigoler, tu vois. J'ai un début de coupole un peu mal fait. Et ça, je pense, ça aurait été, à 13-14 ans, le sport de mes rêves. Et encore aujourd'hui, j'adore regarder des compétitions, je sais pas, les Red Bull BC One, ce genre de choses où je trouve ça juste trop stylé. Enfin, tous les battles, l'ambiance d'un battle. Et après, aujourd'hui, ça peut être proche de ma personnalité, mais genre jusqu'à mes 20 ans où j'étais... le plus grand timide de la Terre, genre monter sur scène avec des gens et tu fais un battle, donc tu affrontes quelqu'un, tout le monde juge tes mouvements, regarde ce que tu fais, tu vois. C'est un truc qui m'aurait angoissé de fou, mais parfois tu peux te transcender dans un truc, dans le sens tu peux être quelqu'un de très timide en dehors de ça, tu vois. Non, c'est sûr. Mais ouais, moi je pense que hip-hop, breakdance, c'est les sports que j'aurais adoré faire et que j'ai jamais osé franchir le pas, tu vois. Écoute, moi je te l'ai dit,
adoré faire du roller en skatepark, tu sais, dans les pipes, dans les bols et tout, ça me faisait vraiment rêver. Je regardais vraiment MTV, les X Games et tout. Je m'attendais à ça aussi. C'était vraiment ça. J'avais pas de skatepark de ouf, encore moins à l'époque, tu vois. Maintenant, c'est quand même vachement démocratisé. Mais c'est pas trop grave parce qu'il y en a quelques-uns à côté de chez moi là, et je me vois bien y aller avec mon gamin. Ouais. Tu vois, genre réapprendre en même temps que lui. Fais pas l'erreur de pousser ton gamin en mode je veux vivre la jeunesse de ce sport que je n'ai pas eu à travers l'enfance. Moi, j'essaierais vraiment d'être à la fois pas un Jean-Michel à peu près qui le satisfait qu'à moitié dans ses envies, dans ses désirs, tu vois, et en même temps ouvrir des perspectives, tu vois, pour que quoi qu'il choisisse de faire, il le fasse. Parenthèse sur la parentalité intéressante sur ce que tu évoques, où tu vois, moi je pense que mon plus grand regret de mon enfance, c'est que, mais parce qu'aussi j'en avais pas envie, donc forcément mes parents ne m'ont jamais inscrit à ça, mais j'ai jamais fait de musique. Ah, ok. Et je sais que, tu vois, j'adore le piano, c'est un des instruments que je préfère, même juste écouter des solos de piano, je trouve ça extraordinaire. Ouais. Je pense qu'à 8, 9, 10, 12 ans, on m'aurait dit tiens, on va t'inscrire au piano, j'aurais été mais non, j'ai pas envie, je veux faire des jeux vidéo, enfin. Ouais. Mais maintenant avec l'âge, je regrette presque de pas avoir goûté à l'apprentissage d'un instrument de musique. Type le piano, je sais que mes frères ont fait beaucoup de guitare. La guitare me fait moins rêver, mais Qui a fait de la guitare entre frères? Mais les deux. Christophe Olivier. Ouais, beaucoup, genre 8-9 ans de guitare, ils sont balèzes. On n'a jamais fait de guitare ensemble? Ouais. Non, et je crois qu'ils étaient dans là où tu en faisais aussi à Noisy, dans le même. Et du coup, c'est marrant parce que j'ai croisé tes frères à la fois au dojo en train de faire des saltos là, ouais. Et à la fois donc, sur ces trucs-là de musique. Les petits villages quoi. Et ma mère était présidente de l'asso de trucs de guitare pendant des années. Ah, ok. Putain, j'en apprends encore sur toi avec toutes ces années, c'est incroyable. Moi, j'ai fait de la gratte électrique, par contre, ça, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et pareil, je voulais faire de la guitare électrique, mais genre vraiment, non, en fait, je voulais faire de la batterie. Mon père m'a dit, non, ça fait trop de bruit, c'est trop gros, et puis ça coûte trop cher, donc tu feras de la guitare. Tiens, donc déjà, Jean-Michel à peu près un peu, tu vois. Et je voulais faire de la guitare électrique, parce que moi, ce que j'aimais, ce qui me fascinait, c'était un peu genre le rock, le hard rock et tout, tu vois. Et inscrit au conservatoire de guitare classique. Tiens, Jean-Michel à peu près. C'était genre, pour faire du solfège. Alors, on s'en branle, en gratte électrique, il y a des tablatures et tout, et il n'y a pas vraiment besoin, enfin, tu vois, genre, t'as pas besoin de te bassiner la tête avec du solfège pour jouer. Et puis surtout dans un usage super récréatif où, en fait, quand t'es ado, t'as envie de faire genre quelques accords. Dès que j'ai pu économiser un peu de sous, j'ai réussi à leur dire que c'était pas de la guitare classique que je voulais faire et m'acheter ma gratte électrique. J'ai découvert un aspect un peu obsessionnel de ma personnalité où j'ai envie de maîtriser un sujet genre à fond, tu vois, et d'un coup je me suis pris de passion pour le shred ce qui est les solos de métal hyper rapides. Donc en gros c'est des solos de guitare électrique joués très très rapidement, donc très très technique, et la technicité avec les années en fait a remplacé la musicalité, donc j'ai arrêté parce que j'étais juste un bon technicien mais plus du tout un musicien, tu vois. Je vous résume 7 ans d'un coup quoi, mais enfin c'était pour rebondir sur le côté Jean-Michel à peu près qui... Il faut vraiment savoir ce que tu veux dans la vie parce que sinon les gens vont essayer de te dévier un peu de ta trajectoire à chaque fois. Ouais. Mais du coup, si j'ai pas mal été moteur dans nos entraînements en parcours et tout, j'ai pas non plus envie d'être trop moteur dans des sports plus létaux. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai pas envie que ce soit ma faute. Non. Tu vois ce que je veux dire? Non, le moteur, c'est plus la motivation à aller sortir de chez soi et s'entraîner. D'accord, ok. Mais t'es conscient de tes actes, quand même. Oui, non, bien sûr. Saute, putain! Non, mais tu regardes, le meilleur exemple, il y a quelques mois, on était de nouveau à Séville pour faire du parachutisme. Ah oui, c'est vrai que j'étais tiré par le slip, là, quand même. Et je sentais qu'il y avait une résistance, là, et qu'il fallait... En fait, pour le contexte, il y avait trop de vent, et vu qu'on est encore débutant, on est encore limité par le vent, même si je pense qu'on pourrait quand même sauter, c'est juste... Oui. Il y a des règles dans un sport et malheureusement parfois on doit s'y coller. Et justement il y avait un parcours parc en extérieur, chose qui est assez rare, enfin maintenant ça existe de plus en plus mais nous à notre époque ça n'existait pas. À 1h20 en voiture je crois de là où on était à côté de la drop zone. Et moi j'avais la flemme parce que 1h20 de voiture et j'aime pas spécialement conduire. Taper la route pour aller dans un parcours parc qui en plus souvent les parcours parcs d'extérieur sont pas toujours très bien designés. Et ça a été genre vraiment j'ai traîné des pieds, tu m'as forcé mais de ouf. Mais in fine, il a tout essayé le gars. In fine, une fois sur place, j'ai trop kiffé la session et en fait c'est toujours comme ça, c'est je râle, je traîne des pieds, mais en fait je viens quand même m'entraîner et à la fin je suis trop content et je suis en mode putain en fait heureusement que tu m'as traîné parce que j'ai trop kiffé l'après-midi et j'ai carrément fait des étirements à la fin de la session, chose que je ne fais jamais de ma vie, tu vois. C'est vrai qu'il s'est chauffé le gars. Ouais. Du coup j'ai presque l'impression maintenant d'être chef de projet des sports extrêmes chez Idiot. C'est moi que revient la tâche d'organiser les entraînements. Mais c'est ça, ouais, cette espèce de flemme de y aller. En fait, une fois que je l'ai fait, je kiffe de ouf, tu vois.
C'est plus, en fait, je saurais pas encore comment te l'expliquer, ce paradoxe de moi-même. J'adore m'entraîner, mais j'ai tellement du mal à y aller et à poser la première pierre, tu vois, de l'entraînement. Mais une fois que j'ai commencé mon muret, je te fais un château fort, c'est trop bien, tu vois. Le truc, c'est de toute façon, la pierre la plus dure à poser, c'est la première, tu vois. Mais est-ce que c'est propre à moi-même ? Je serais curieux d'avoir le retour de vous qui nous écoutez. Est-ce que, j'ai pas beaucoup d'exemples dans notre entourage, comme moi, à ce point maladif je peux rester chez moi à rien faire parce que j'ai pas la motivation. Alors que quand on me traîne, je râle, mais en fait, une fois que j'ai commencé, j'adore. En fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est pas trop réfléchir, dans le sens où une fois que la décision a été prise en amont, dans mon cerveau, vraiment, je parle ici, purement, que c'était bon d'y aller, il fallait y aller, et je me mets dans un truc où je suis pas en train de me poser la question de faut que je fasse. Mais parce que c'est sûr que souvent, il y a plein d'obstacles à aller s'entraîner. Il faut prendre la caisse, il faut peut-être faire un plein, la merde, j'ai oublié ça, faut que je retourne le chercher, tu vois. Il y a plein d'obstacles. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je sais que c'est bien, que c'est profitable ou qu'il y a les bonnes conditions ou qu'il y a possibilité, hop, on fonce, quoi. Peut-être que tu te poses trop de questions sur toutes ces petites étapes pré-bidule, là. Et je suis en train de penser, parce que du coup on en parle, donc forcément mon cerveau processe, il est encore fonctionnel. C'est vrai que tu vois, pour l'exemple du parcours ou de l'escalade, qu'on pratique moins ici parce que moins forcément les spots propices et tout, globalement une fois que tu t'es motivé à aller sur le spot, tu peux training et t'y vas et ça enchaîne bien. Là où les sports plus récents qu'on fait, type parapente, tu peux te motiver en mode vas-y, allez, je me motive, on va aller au spot, ça va être cool, Léo est là, on va pouvoir s'entraîner avec lui. Et il n'y a pas les conditions. Le sport de condition me frustre à mort parce que c'est déjà un effort pour moi d'aller me déplacer à l'endroit. Et une fois que j'ai fait cet effort, je suis même pas récompensé en mode on va passer un bon training parce que parfois il y a juste pas les conditions météo. Le vent est tombé, ou il y a trop de vent, ou le vent est de travers, et tu peux pas pratiquer et kiffer. Mais ça, c'est vraiment, je trouve, encore plus valable au début de la pratique de pas mal de sports, dans le sens où, même dans le parcours, mince, il a plu. Tu sais, au début, t'as peut-être pas la créativité de te dire attends, j'ai d'autres vocabulaires, de trucs à travailler, ou du renforcement, machin. Mais fondamentalement, le parapente ou d'autres sports de condition, c'est juste s'adapter aux conditions. Donc si t'as d'autres outils, des voiles plus grandes, des voiles plus petites, tu peux aussi t'adapter comme ça aux conditions. Donc c'est quelque chose qui est un peu à surmonter au début, cet obstacle, de même que le parachutisme où tu peux pas sauter avant un certain nombre de sauts. C'est juste que là, pour le coup, dans le parachutisme, t'es un peu cloué seul, t'as pas grand chose à faire à part aller faire un autre sport, tu vois. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis en train d'imaginer un projet de van. D'ouvrir un aérodrome. Oui, voilà, pour totalement me débarrasser des régulations de l'espace aérien. Un projet de van multisport où, tu vois, j'aurais tous nos jouets au même endroit et on pourrait juste aller dans un endroit. La HTR mobile. HTR mobile, ouais. Et non, et tu vois, genre t'as moto, parapente, sac de je sais pas quoi, et comme ça tu peux tout faire. Tu vois, t'es jamais limité par merde, j'ai pas pris les motos, parce que c'est vrai que. Mais moi, je vous en parlerai plus tard. On digresse un peu, parce que le sujet c'était quand même vieillir. Tu vis bien ta vieillesse ? Ouais, de ouf. T'as quel âge ? Reveal en live. On ne demande pas le poids d'une femme. Cheval de nez en même temps. Bizarrement, tout début vingtaine, j'avais vraiment ce truc dans la tête de passer 25-26 ans, c'est retraite sportive. Genre, t'es dans le parcours, j'étais en mode le pic de mon niveau sera autour de mes 25 ans et après, physiologiquement, même renouvellement, je sais pas, des cartilages, des trucs, ton corps récupère moins vite, moins bien, tu peux plus être au pic de ton sport. Et en fait, pas du tout. Je pense que peut-être le pic sportif se trouve justement dans le début trentaine parce que t'es pas encore trop vieux en termes de récupérer vite, etc. Mais tu as aussi tout ton bagage de 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience où techniquement tu es au point plus. Physiquement, tu as 15-20 ans d'expérience, donc tu es au point. Mentalement. Et également, ouais. Et ce qui est assez fort, tu vois, pour reprendre l'exemple du parcours de l'escalade, où là, actuellement, de par toutes les problématiques dont je vous ai parlé, physiquement parlant, je ne suis pas du tout au top de mon niveau physique. J'ai un physique beaucoup moins développé qu'il y a quelques années. Mais j'ai un bagage technique tellement solide. Calme-toi. Que en fait, j'ai peut-être perdu 10% de ma capacité max. Ouais, tu penses ? Mais demain, s'il faut sauter un press qui est dans 80-90% de mes distances habituelles, je vais le sauter, il n'y a pas de problème, tu vois. S'il faut grimper une voie, je vais certes m'épuiser plus vite, mais techniquement, je saurais me placer pour compenser, je saurais mettre le bon pied au bon endroit, la bonne prise de main pour y arriver. Donc tu perds un peu le top niveau, top athlète,
mais tu as encore 90% du champ des possibles qui est toujours là. C'est vrai que, pour rebondir sur ce que tu dis, je préfère tellement sacrifier 10% du top pour la polyvalence, tu vois, et avoir la capacité d'apprendre. Parce que moi, vraiment, ce que j'adore faire, c'est apprendre des nouveaux trucs. Des nouvelles compétences, des nouveaux savoirs. Je suis fasciné par le fait de genre te passionner pour un truc et devenir, tu vois, devenir presque une nouvelle compétence. Tu sais, les mecs qui font du shred en guitare, c'est des shredders, tu vois. Et ben, la première fois où j'ai pu maîtriser un solo de shred, alors je sais pas si j'étais assez bon pour être appelé un shredder, hein, mais je me suis un peu dit, c'est bon, je peux peut-être être considéré comme un shredder, je peux arrêter le shred. Il y a un peu ce truc-là avec, je pense, tu vois, genre maîtriser la compétence, cocher la case et après faire autre chose. Mais, et puis garder toutes ces disciplines. Pour faire une mini-digression, mais je pense qu'il peut être intéressante pour ceux qui nous écoutent, des gens n'ont pas forcément la bonne compréhension de pourquoi on fait ce qu'on fait sur YouTube ou qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme message. Et j'ai l'impression que parfois, et c'est peut-être le premier truc que tu vois en regardant nos vidéos, tu te dis, ok, ces mecs-là vont faire une perf en mode, ils vont grimper un point très haut, ils vont aller dans une base super gardée, ils vont aller, je sais pas, faire un truc complètement fou. Sauf qu'en fait, nous, le vrai dénominateur commun depuis toutes ces années, depuis plus de 10, 12, 15 ans qu'on s'entraîne, c'est pas aller grimper la plus haute tour, c'est pas aller faire le truc le plus fou. Moi, je sais que le truc, c'est de se dire, avec mon corps et mon esprit, je peux aller où je veux, il n'y aura pas de barrière. Donc la première étape, c'était de faire du parcours, comment je me déplace facilement dans la ville, puis de la grimpe. On me dit, c'est impossible d'aller sur cette montagne, c'est impossible d'aller sur cette tour, c'est impossible d'aller au bout de la grue. Et je vais te montrer que si, en fait. C'est pour ça qu'il y a cette suite logique aussi du base jump, entre guillemets, avec le parachutisme et tout. C'est que, c'est possible de grimper la tour, mais c'est aussi possible d'en sauter. Tu vois, les gens, souvent, ils arrivent à associer, ok, parcours, escalade, base jump, on reste dans un environnement urbain, c'est un peu les mêmes disciplines un peu cousines, et ils mettent à part le parapente et la moto. Sauf qu'en fait, c'est exactement le même fond de pensée. C'est demain, tu me dis, c'est impossible d'aller à ce point GPS perdu au milieu du Sahara. Alors oui, je pourrais marcher pendant 50 jours, mais ça va être compliqué. Et avec une moto, je vais te montrer que en 2-3 jours, je peux y aller. Et en fait, chaque véhicule, donc le véhicule, que ce soit une moto, un parapente, un paramoteur, j'en sais rien, des baskets, te permet en fait, c'est ça, d'accéder à des endroits de fou. Peut-être que demain, tu me dis, c'est impossible d'aller sur ce point précis de l'Antarctique, sur cette banquise. La moto, ça marche pas. À pied, ça marche pas parce que je peux pas nager dans l'Antarctique. Et peut-être qu'un paramonteur, un parapente ou autre chose me permettrait... un paramonteur me permettrait d'y accéder, tu vois. Et en fait, toutes ces disciplines, que parfois vous pensez être trop éloignées, nourrissent le même but initial de pourquoi on a commencé ces activités, c'est pouvoir se rendre à n'importe quel endroit, et parfois aussi de la manière la plus efficace. Encore une fois, la moto te permet d'aller plus vite qu'à pied à certains endroits, ou même jouer avec les compétitions d'éther qu'on a fait récemment. Il y a des chemins où même en tant que piéton, c'est galère voire impossible parce que super raide, alors qu'avec une moto, tu prends l'élan, tu peux taper un petit jump et tu peux accéder à l'endroit, quoi. Et puis, même sans parler d'obstacles, si tu prends des chemins étroits, type dans ce qu'on appelle dans le milieu single track, c'est des trucs où si t'étais à pied, peut-être t'en ferais 40 km par jour. Par jour, tu fais des étapes de 400 km, tu vois, si t'es un peu réveillé de bonne heure et volontaire. Moi, si je devais trouver un dénominateur commun à cette envie de proposer des trucs sur YouTube, tu vois, c'est vraiment l'exploration de l'univers, mais l'exploration des capacités. Tu sais, en fait, c'est vraiment l'exploration ce qu'on fait. Tu vois, genre, on essaie de découvrir ce dont on est capable. Ce qui compose l'univers, tu vois, c'est vraiment juste une espèce de curiosité. Est-ce que c'est possible de faire voler son kleps? Enfin, tu vois, genre des trucs à la con, mais est-ce que c'est possible de courir de la Tour Eiffel à la mer? C'est vraiment juste une curiosité qui t'amène à faire des trucs. C'est vrai que sur la chaîne, si tu regardes la chaîne vignette après vignette, tu te dis waouh, les mecs ils partent dans tous les sens. Mais le fil conducteur reste le même. Tu vois, c'est la même volonté de découvrir des trucs, proposer des belles images, vous proposer de l'aventure, vous sortir d'une zone de confort, proposer des trucs que nous-mêmes on a envie de voir. D'ailleurs, je serais curieux, est-ce que vous pensez qu'il faudrait dans nos vidéos justement expliquer, lui dire ce truc-là? Est-ce que vous pensez que est-ce que ça ajouterait un propos utile à la vidéo de pourquoi on vous propose cette vidéo de parapente, cette vidéo de moto? Parce que notre envie, c'est celle-là, tu vois. Est-ce qu'on part en mode deep, en mode on est des explorateurs de l'univers ou...
Alors, en ce moment, il y a une grosse mode des youtubeurs aventuriers, je les appelle les enfants de Mike Horn, tu vois, c'est un peu lui qui a créé toute cette... Toi, t'es un théoricien, quoi. Ouais. T'es un mec qui Moi, l'observe. je fais des théories. Toi, t'es caché dans ta grotte, un peu, t'observes le monde et après, tu tires des conclusions. Alors, les enfants de Mike Horn, qu'est-ce qu'ils bricolent dans leur vie? Non, mais c'est vrai que il y a de plus en plus de youtubeurs aventuriers, entre guillemets, tu vois, et qui partent, je sais pas, au fin fond de l'Amazonie, au fin fond du désert de je sais pas où. Est-ce que c'est pas... Bon, parce que t'as les youtubeurs qui le proposent en vidéo, mais t'as aussi, je pense, plein de gens qui le réalisent pour eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Est-ce que c'est pas juste l'exploration qui a été justement rendue un peu plus grand public à travers Mike Horn et d'autres? Oui, je pense. Et du coup, pas mal de gens se sont mis à faire des challenges comme ça et du coup à les raconter sur YouTube. D'un coup, j'ai vu beaucoup d'aventuriers 2.0, tu vois, chose qu'on voyait moins avant. Après, je pense que effectivement, Mike Horn a peut-être brisé une barrière de montrer qu'on pouvait rassembler des communautés derrière ces sujets un peu niches. Comme nous avec le parcours, tu vois, s'il n'y avait pas eu peut-être Storor, tu vois, à l'époque, qui avait fait des vidéos régulières YouTube et prouvé que ça pouvait rassembler des gens, peut-être qu'on n'aurait pas lancé notre chaîne, tu vois. Ouais. C'était quoi le moteur? Genre à quel moment on s'est dit tiens, YouTube avec le parcours, il y a un truc à faire. Moi déjà je l'avais proposé pendant des années, pendant que je vous disais putain les gars, faut faire des vidéos toutes les semaines et tout. Je me rappelle qu'il y avait les Storor qui faisaient ça un peu à l'époque. Et en France, c'est improbable, mais pour moi c'était Vintage Tran. Vintage faisait des vidéos. Parce que Vintage... Il faisait des vidéos avant qu'on reprenne les vidéos ? Ouais. Bah en fait, alors pour ceux qui connaissent pas, il fait moins de vidéos maintenant. Je sais pas exactement pourquoi, je t'avoue. Mais c'est un gars qui faisait beaucoup de vidéos YouTube et qui est maintenant, je crois, beaucoup sur TikTok. Et son concept un peu phare maintenant, c'est de se balader sur les toits de Paris, faire en sorte qu'il se passe quelque chose, une interaction avec un voisinage pas très content qui soit sur les toits, et lui il aime bien filmer ça et avoir ses moments de vie, tu vois. Et bref, et à l'époque Vintage, du coup, qui faisait un petit peu de parcours, etc., qui s'entraînait avec des potes à nous, en gros il avait lancé sa chaîne YouTube, mais je crois que c'était genre 2016, un truc comme ça, donc c'était pas encore tellement ancré qu'on pouvait vivre de YouTube avec des sujets autres que des podcasts vidéo ou de l'humour. Et je me rappelle qu'il avait fait, je crois, une vidéo par jour pendant presque 1 an ou 2, et ses vues décollaient pas, et j'étais en mode ouais, la discipline de fou, et c'est tellement de boulot. Et d'un coup, ça a marché. Et il a commencé à faire des 50 000 vues, des 80 000 vues, des 100 000 vues. Et à l'époque, c'était quand même beaucoup de vues. Bien sûr, il y avait eu les Storor, mais il y avait toujours ce truc-là de ouais, il parle en anglais, communauté internationale, c'est pas vraiment un vrai exemple. Ouais, alors et que le fait de connaître le gars, ouais, de savoir de quoi il était capable et de voir qu'il avait réussi à engager une communauté en plus francophone. Ouais, c'était plus réel. Et quand j'ai vu du coup le succès de Vintage, je me suis dit, bah ça c'est la preuve noir sur blanc que c'est possible, et que si on le fait, on sait qu'a priori ça devrait marcher. Je trouve que le truc qui a retardé un peu le bidule, c'était aussi Explore. C'était en fait, on voulait faire des vidéos, parce qu'on faisait toujours... On a toujours fait des vidéos. On a toujours fait des vidéos sur YouTube, mais c'était plus le côté, la vidéo régulière, tu vois. Bah en fait, c'est que les vidéos qu'on faisait avant, c'était de la musique à fond la caisse et de la perf. Mais raconter une histoire, faire du fast cam, on n'était pas à l'aise et on était malaisant de ouf. Moi, je pense que ça vient aussi avec un peu avec l'acceptation de quitter, dans le sens où avant nos vidéos, il fallait que ça claque. Quand t'es dans la vidéo régulière, t'es un peu forcé d'être toi-même, entre guillemets. Ou alors t'es super bon à jouer un personnage tous les jours de ta vie, ce qui du coup devient totalement schizophrénique. Autre aparté rapide, mais je vois souvent des interviews de jeunes créateurs, tu vois, que ce soit YouTube, TikTok et tout, des gens qui ont 15, 16 ans, qui sont super à l'aise. Moi, je revois nos interviews Le Parisien où on avait déjà 19, 20 ans, où c'était dur, franchement, du mal à s'exprimer, à être naturel, malaisant un peu. Cette nouvelle génération qui a vraiment grandi avec Internet, avec les réseaux, chose qui n'était pas le cas pour notre génération. Mais je pense ils sont très à l'aise tout de suite, quoi. C'est bluffant. Ils sont à l'aise avec une caméra parce que ils ont toujours connu ça. Ils ont toujours connu ça. Moi, je me rappelle, première fois que j'étais allé... Mais genre, le hack de fou, nous, il nous a fallu peut-être 22, 23 ans, puis faire 1 an ou 2 ans de vidéo avant qu'on soit vraiment à l'aise, naturel. Eux, ils sont déjà au top. C'est vrai, et je me rappelle, peut-être j'avais 7-8 ans, et la première fois qu'il y a un caméscope qui était braqué sur WAM, le mec, la timidité, mais vraiment un truc intrinsèque d'une timidité, genre, ah non, je veux pas être même, tu sais, genre comme si c'était un flingue, tu vois, là. C'est une sorte de... Ah non, moi, à l'adolescence, je détestais qu'on prenne en photo. Genre, mes parents ont toujours eu des appareils photo, des caméras et tout. Yeah. Et ouais, tu sais, on faisait des photos de famille, tu vois, truc à la con. Et à chaque fois, franchement, toutes mes photos d'adolescents, je tire la gueule, on a l'impression que j'ai pas envie d'être là. T'es pas content d'être là. Surtout quand t'es ado, j'avais vraiment une sale tronche. Déjà que t'es pas bien dans ta peau, t'as conscience que t'es pas forcément très beau, tu vois. C'est une période de transition, on n'y reste jamais vraiment longtemps. Mais après, il y en a pour qui c'est plus gentil que d'autres en adolescence. Mais il faut s'accepter. Moi, c'est vraiment... Je me suis rendu compte que j'ai eu énormément de mal à m'accepter. Et j'en ai toujours, d'ailleurs, par exemple, là, je suis content que ma barbe ait repoussé. J'accepte pas. Du coup, c'est ce
Parce que vous avez pas vu beaucoup de vidéos avec ta barbe rasée. C'est interlude, mais oui, on a fait une vidéo. Et en fait, je me rends compte que j'ai toujours du mal à m'accepter de ouf sans barbe. Et avec la barbe, ça va vachement mieux. Ah, c'est le maquillage des hommes, hein, c'est pas pour ça. Pour rien Ouais, qu'on dit non, ça, mais c'est vrai. Plus le temps passe, et même, tu sais, parfois tu vois des photos de toi avant et tu te dis, bah en fait, je me trouvais naze à cette époque-là, et finalement, je suis pas mal sur la photo, tu vois. Tu sais, genre, tu te kiffes a posteriori, ce qui n'a pas de sens, autant ce qu'il fait sur l'instant. Oui, t'as tendance à être dur avec toi-même à l'instant T. Bon, on parle de vieillir, mais tu dirais que tes habitudes alimentaires et autres se sont améliorées ou se sont détériorées? Tu sais, maintenant qu'on a un peu une sorte de bilan de... Bah ça, pareil, c'est marrant parce que il y a un peu deux opposés. Le premier, c'est 18, 19, 20 ans, tu vois, jusqu'à tard, on n'avait vraiment pas une thune, donc pas non plus les moyens d'acheter la bouffe qualité top, mais pour autant, on a toujours très bien mangé, genre jamais de plats industriels ou de trucs à réchauffer ou peu importe, on a toujours cuisiné, tu vois, avec des produits frais. Donc aujourd'hui, du coup, plus de moyens pour acheter des trucs vraiment ultra quali qui sortent du champ de l'agriculteur d'à côté et tout. Mais il y a moins cette pression aussi de... J'ai vraiment souvenir, moi, à nos débuts d'entraînement, d'être vraiment un fou de trop de rigueur, même là-dessus. Ouais. En mode, interdiction d'aller dans un fast-food, interdiction de boire de l'alcool. Moi, je t'ai vu 2-3 fois au KFC de Sergi. Ouais, 2-3 fois en un an. En tant qu'étudiant, c'était pas jamais de soirée, pas d'alcool, parce qu'aussi pas les thunes. Pas de kebab après les cours ou le week-end ou peu importe. Jamais mangé de plat avec des sauces, donc rajouter du ketchup, de la mayo ou peu importe. C'était genre du riz à l'eau. Le cliché du riz poulet sans sauce, peut-être du riz d'Inde, le truc de Thibaut Inchep un peu. Bah, malgré moi, c'était un peu ce que je mangeais. Pas dans un objectif d'être forcément healthy, mais parce que ça coûtait cher et puis parce que j'aimais bien comme ça. Et voilà. Donc très très strict sur le côté healthy. Et plus le temps a passé, plus ça s'est dégourdi. Tu vois, par exemple avec l'escalade. Dégourdi. Bah avec l'escalade, genre tu vois, jamais je buvais de la bière, jamais j'allais dans un bar. Ouais. Et quand on a commencé à faire de l'escalade, vers, 24, 25 ans et tout, une petite bière de temps en temps après le training, ok, c'est cool, tu vois, on passe un bon moment avec les potes. Et j'ai commencé à apprendre à accepter les écarts, sans en abuser pour autant. Ouais. Mais d'une manière générale, jamais j'achète, des Kinder Bueno à bouffer comme ça de temps en temps, ou des plats full industriels que tu mets juste au micro-ondes et basta. Maintenant, en fait, je m'en fous. Genre demain, on n'a pas le choix, c'est le dernier truc qui est ouvert, c'est un McDo. Bon, bah je sais que dans tous les cas, j'y vais pas tous les jours, donc c'est pas grave. J'y vais même par plaisir. Et j'ai aussi conscience que c'est pas ouf, que je risque de le digérer moyen, mais je l'accepte. Non, moi je l'ai toujours accepté. Je considère que je suis toujours bien mangé à cuisiner des trucs, mais je m'en suis toujours fichu d'aller faire du fast-food si j'en avais envie. Tu vois, tu sais, un peu en mode acceptation du plaisir. Bah, par exemple, moi, pour le coup, c'est un peu l'inverse, dans le sens où j'ai fait pas mal de soirées à boire de l'alcool, parfois fumer des clopes aussi, tu vois, ce qui est pas un bon exemple. Et aujourd'hui, plus du tout. Je bois peut-être un verre dans l'année, tu vois. J'ai genre, un verre par jour. Bon, genre peut-être à Noël une coupe de champagne, tu vois, c'est peut-être la seule consommation. Clairement, je fais plus du tout de soirée, tu vois, de par également la distance un peu que j'ai avec mes potes ici au Portugal. Ouais. Évidemment, je fume plus du tout de clope, même si j'ai jamais fumé en mode régulier, mais c'est vrai qu'avec une bière, ça appelait peut-être un peu la cigarette, et c'est vrai que c'est très mauvais et néfaste, tu vois. Et donc, tout ça pour dire que c'est vrai que maintenant, j'ai le parcours inverse, tu vois, je me suis rigidifié alors que tu t'es détendu, tu vois, mais tout en gardant le McDo ou le fast-food un peu en mode guilty pleasure, c'est pas trop grave, quoi, tu vois. Moi, la chance que j'ai pour mes potes, etc., j'ai toujours été genre, ah ouais, le mec super strict, la diète parfaite, machin. Du coup, il t'incitait pas au crime. Ouais, en fait, c'est juste que de base, je n'aime pas l'alcool, donc forcément, je n'ai jamais été tenté d'en boire particulièrement. Sauf une fois en Ukraine. Une fois au chalet. En Ukraine. Ouais, mais ça, tu vois, par exemple, pour l'exemple de l'Ukraine, il y a deux exemples. Parce qu'il va falloir que tu leur racontes l'anecdote. Il y en a plusieurs. La première, c'était la mine de sel qu'on avait explorée avec Sol et tous ses potes, où ils avaient ramené une vodka sirop d'érable qui était extraordinaire. On est quand même sur un mec qui peut te raconter les fois où il a bu. Tu vois, donc c'est ça. Mais bon, déjà, c'était bon parce que vu que c'était au sirop d'érable, c'était un peu sucré, donc c'était pas la vodka qui te casse la figure. Ouais. Et c'était plus, je le buvais pas tant par oh putain, c'est très bon, j'en bois plein, c'était plus dans l'ambiance. Il y avait ce côté, t'acceptes le verre qu'il t'offre et tout, c'était cool. Et le fait de partager ce verre, c'était plus le côté partager, passer un bon moment ensemble, que la boisson en elle-même, tu vois. Ou encore, quand j'étais allé en Ukraine pour le reportage sur la guerre,
j'étais avec des militaires, pour ceux qui avaient vu l'épisode, je crois que c'est l'épisode numéro 2, où ils m'avaient emmené là où eux avaient combattu, ils m'avaient montré un peu les tranchées, etc. On avait trouvé plein de trucs, notamment des débris de missiles qu'il y avait dans cette forêt où ils avaient combattu. Donc là, c'est l'anecdote du sale, le mixte entre la minute et l'anecdote. C'est un peu ça, ouais. Et on se balade, ils ramassent un peu des débris, ils montrent, ah oui, tu vois, ça c'est la tête du missile, donc c'est un truc qui fait cette taille-là, qui est un peu conique. Et on fait toute la visite, moi je fais tout le reportage, et donc le soir après tout ça, on passe dans un bar où ils connaissaient le gérant et tout, et les mecs étaient là en mode ouais, c'est cool et tout, ils étaient contents de voir déjà un étranger qui soit là pour documenter, et en plus un Français, tout le monde aime bien les Français à chaque fois dans le monde entier, et forcément ils servent à boire, tu vois, c'est en mode pays de l'Est, tout le monde boit un peu un shot de vodka pour fêter ça, etc. Et donc j'accepte non pas par plaisir de boire la boisson, parce que je sais que je vais pas aimer et que ça va me défoncer l'estomac, mais c'est plus le côté échange, passer un bon moment avec les gars. Et le gars sort de sa poche la tête conique du missile qu'il m'a montré en amont. Donc vraiment, faut penser que c'est un putain de missile qui a explosé dans un champ. Il reste juste en débris la tête de l'ogive, ou je sais pas ce que c'est. Il sort ça, il prend un vieux bout de tissu dégueulasse dans sa poche, il le frotte parce qu'il y avait un peu de cramé de charbon dessus. Il nettoie, il verse de la vodka dedans, et c'était l'équivalent d'un verre comme ça, c'était énorme. Et il me le tend en mode déjà on va traquer, mais tu vas boire dans le cône du missile. Et l'image était stylée, mais je me retrouve avec une quantité de vodka énorme à boire. Et en plus, vu que c'est pas un verre et que c'est sous forme de cône, je peux pas le poser parce que sinon ça tombe. Donc je suis obligé de garder mon putain de missile pendant 1 heure à essayer de boire le truc. Et je pouvais pas tout boire vraiment, sinon j'allais déjà être complètement bourré et vomir. Et puis il y avait trop. Et puis j'étais pas trop à l'aise de boire dans un missile qui a servi à peut-être tuer des gens, ou je sais pas quoi il a servi, ou est-ce qu'il a juste pas explosé. Et je me rappelle qu'il y avait un espèce de pot plus loin qu'une plante. J'ai versé en scred les 3/4 du contenant dans le pot pour faire genre j'avais tout. L'affront, heureusement que personne t'a vu. Et ouais, non, voilà, cette anecdote était rigolote. Moi, j'ai toujours été un peu décomplexé, en fait, dans le sens où j'ai vraiment envie d'explorer l'univers. Enfin, je veux dire, dans le sens, comment dire, je me mets pas vraiment de barrière, dans le sens où dans la vie, il y a plein de types de plaisirs, et c'est vrai que c'est cool d'expérimenter un peu, tu vois, tous les trucs qui sont à ta disposition dans l'univers, entre guillemets. Et c'est vrai que du coup, je suis pas strict sur les trucs. Il y a quelques trucs que je me refuse à faire, mais c'est par principe. Comme l'injection d'héroïne. Non, mais tu vois, genre tout ce qui est drogue, par exemple, j'irais pas jusqu'à parler un des plaisirs de l'univers, tu vois, mais c'est une des branches tentatrices. Mais clairement, c'est un truc que je me refuse à faire parce que je trouve que c'est trop néfaste, trop risqué. Alors, il y en a peut-être sûrement parmi vous qui prennent des substances et qui vont me dire mon gars, je suis beaucoup plus à l'aise avec des champis que suspendu à un truc. Si on fait une petite partie sur la drogue, justement. Partie sur la drogue, c'est parti. Le chapitrage s'appellera Partie sur la drogue. Partie sur la drogue. Bah, moi, pareil, tu vois, jamais pris de drogue, mais c'est plus peut-être la raison première au-delà de j'ai pas envie de franchir cette limite. C'est que moi, ça me fait peur, tu vois. J'ai peur. Ah oui, il y a ça aussi, ouais. Vu que je serais pas maître à 100% de mes moyens et de ce que je ressens et ce que je vis. Ouais. J'aurais trop peur de par mes capacités de me mettre en danger. Bah, j'y connais rien, mais je prends des champis Superman. ou j'en sais rien. J'aurais trop peur, par exemple, d'ouvrir une fenêtre et de sauter dans le vide pour me dire je dois avoir des ailes magiques, je vais m'envoler, tu vois. J'aurais trop peur de me mettre en danger à cause de J'ai ça. déjà fait du parcours bourré. Et ça se passe un peu comme dans un rêve, dans le sens où tu sens pas réellement les impacts. Ouais, non, bourré, ouais, je crois que c'était un jour de l'an à Montpellier il y a longtemps. Mais tu sais, genre des gros sauts de fond où tu sais que t'as pas la caisse pour assumer. Non, moi j'ai tu souvenir lances quand même, ou des roulades par terre, plongées. Et tu sais, genre comme ton corps est un peu dans une sorte de nuage parce que t'es presque raide mort, tu vois. Et mais du coup, les conséquences physiques immédiates sont assumées vraiment a posteriori. Mais le problème, c'est que tu les assumes un jour, forcément. Je me suis fait un peu vacciner tout de suite de trucs néfastes, ce qui fait que ça m'a pas poussé à essayer plus. Ouais, bah clairement. Ou typiquement, je me rappelle avoir fait un peu du parcours bourré, c'était avec toi un nouvel an à Montpellier il y a longtemps. Ouais. On avait fait un peu du parcours bourré avec des 3-6 sur des voitures, des sauts sur des trottoirs. Ouais. Et je me rappelle que j'ai fait genre 3 sauts entre 2 trottoirs, et sur un des sauts, je me suis foulé la cheville, et du coup, entorse. Et ça m'a calmé, mais je vois ce que tu veux dire sur le côté flottant et tout, un peu presque agréable tu ressens pas les impacts quand tu sautes et tout. Et donc, c'est vrai que ça fait d'autant plus peur tu te dis, tu vas te dire que tu maîtrises alors qu'en fait pas du tout. On parlait de ça avec David David le base jumper. David le base jumper, absolument. David Lafargue. Et il nous racontait qu'il y en avait qui faisaient des sauts totalement sous l'emprise de substances, quoi.
Ouais, ça, je comprends pas. Et donc, en fait, moi, il y a un truc quelque part où j'ai vraiment envie de vivre toutes ces expériences, tu vois. Et j'ai envie de les ressentir pleinement, tu vois, genre en pleine conscience, vraiment. Et j'ai envie que rien n'altère cette perception des trucs que je vis. Et en même temps, peut-être que si tu l'as déjà vécu et que tu as envie d'aller chercher des trucs encore plus extrêmes, peut-être que je peux comprendre pourquoi ces mecs-là le font. Mais bon, enfin, bref, tout ça pour dire que c'est un des seuls trucs que je m'interdis d'explorer, tu vois. Et je trouve Ouais, qu'il puis y a je pas pense que de- aussi, peut-être des gens qui prennent des drogues, c'est pour vivre un peu des sensations nouvelles ou différentes. Et justement, avec tout ce qu'on fait, je ne ressens pas du tout le besoin d'aller explorer une nouvelle sensation ou quoi. Ça me comble tellement le petit pincement au cœur quand tu fais ton saut, le petit, pareil, haut le cœur quand tu es en train de grimper ton échelle rouillée, que tu arrives devant tu vois, un paysage. Ouais, mais je pense aussi que pour beaucoup de gens qui consomment des substances, c'est l'accès facile à une forme d'adrénaline. Ouais. Tu vois, dans le sens où il y a clairement un obstacle à l'entrée dans ce qu'on fait. Il y a de l'entraînement, il y a peut-être du matos, il y a une formation. Enfin, tu vois, Bien sûr. pour ressentir cette adrénaline, cette décharge-là, tout se paye dans la vie. Tu vois, genre l'univers est équilibré. Tu vois, c'est-à-dire que bah. Mais je pense que tu vois, ça rejoint ce qu'on... Tu le payes en années de vie concrètement, Ouais. tu vois, parce que c'est néfaste, tu le sais. Mais ça rejoint ce Tu qu'on vois. disait, en fait, c'est nous, pour faire ce qu'on aime, c'est nos activités, t'as quand même besoin d'avoir un corps fonctionnel. Ouais, Donc ce serait clairement. ultra contre-productif de, pour un shot de plaisir très court, Ouais. sacrifier justement une intégrité physique qui te permet déjà d'être super comblé au quotidien, parce que ce corps-là, en bonne santé, te permet d'aller grimper des trucs, voir des paysages de fou. Mais paradoxalement, on connaît beaucoup de top athlètes en parcours qui fument. Qui fument de la drogue. Qui ça, fument c'est sûr. c'est les boomers de ouf qui fument de la drogue, putain, ils fument de la drogue. Non, ouais. Mais non, d'ailleurs, c'est nous qu'on va fumer dans pas longtemps avec Je vais ouvrir un petit peu les fenêtres. cette température excessive de voiture. Je sais pas ce que ça leur apporte. Comme tu vois, genre n'ayant jamais pratiqué ces disciplines sous l'emprise de quelque chose, Ouais. j'ai du mal à voir. Mais j'en connais. On donnera pas de nom, mais, On va pas les noms, mais beaucoup de mais- top athlètes qui fument. Ouais. On en connaît. Vivez les trucs pour vous-même, tu vois. Enfin, tu vois, genre dans le ressenti réel, c'est tellement plus. En fait, moi, je pars du principe pour plein de choses dans la vie, c'est tant que ces gens-là ne m'empêchent pas de faire mes trucs, bah, s'ils ont envie de se droguer, s'ils ont envie de fumer, s'ils ont envie de... Tant que moi, ça m'empêche pas de pratiquer, pas de souci, tu Ah vois. oui, c'est tout à chacun. Si demain, 100% des gens qui font du parcours ou de la grimpe se droguent hard et que du coup, le sport carrément est interdit, ah là, j'ai peut-être milité pour que les gens arrêtent de se droguer parce que j'ai pas envie qu'on interdise mon sport, tu vois. c'est mais, improbable ta situation. Non, mais c'est un exemple, quoi. C'est... On n'était pas du tout sur un débat qu'il fallait interdire la fumette. On était juste. Je sais même pas pourquoi on a digressé vraiment là-dedans. Mais non, on parlait d'être en bonne santé. Et du coup, pour conclure un peu ça, c'est vrai que c'était ça le. pour conclure un point peu de ça, départ. c'est exactement, si vous voulez, en gros, bien manger et avoir un corps en bonne santé, c'est exactement le même ratio pour moi à l'école de si t'écoutes en classe, 90% de la leçon est retenue, t'auras pas besoin de travailler chez toi. Non, moi je déteste les gens qui disent ça. Ah, moi, ça a été mon cas toute ma scolarité. Ouais, tu moi, vois. j'ai jamais réussi à écouter en classe, je me faisais vraiment trop chier. Et du coup, la perspective de me dire qu'il y a juste un connard qui ouvre ses oreilles. Et, Genre moi. Ouais, toi, tu vois, et c'est bon, le travail est fait pour lui. Tu vois, non, moi, j'ai détesté l'école et encore plus les travails à la maison. Si vous mangez correctement dans tous les jours de la vie, en fait, physiquement parlant, vous serez quand même en meilleure santé. C'est cliché, mais encore une fois, c'est très vrai. Il n'y a pas besoin de faire des tonnes de sport pour être en bonne forme, pour avoir un physique agréable à regarder, etc. Juste, c'est vraiment la nutrition qui fait réellement 80% du taf. Pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Évidemment, plein de fruits et légumes. Et en fait, vous aurez déjà un physique qui est plus que acceptable et qui vous permet en fait de faire déjà plein de choses. Bah après, il y a aussi une énorme part de génétique. Hein. Enfin, je veux dire. Oui, ça joue aussi. T'as des gens qui, bien sûr, de base, même, toi et moi, ça se voit, tu vois. T'es énorme, gros. L'exemple des abdos, tu vois, les abdos, c'est typiquement le muscle le plus ingrat de la Terre. Soit t'as une bonne génétique et juste en mangeant correctement, t'as des abdos. Soit, toi, je sais que t'as pas la même génétique que moi, tu peux te fumer aux abdos. Ça va être plus difficile pour toi d'être super sec sur le haut du corps par rapport à moi. Mais l'avantage que t'as, c'est que dès que tu fais un peu de muscu, tu prends énormément de volume. Moi, j'y arrive pas, tu vois.
Ok. Mais ouais, non, ça conclut bien un peu tous les aspects. Moi, je suis toujours du coup en process de est-ce que cette motivation est partie pour la vie? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que ça dépend des sports? Encore une fois, je suis pas malheureux tout de suite parce que je suis toujours apte à aller faire mes trucs en sécurité, à aller grimper, à aller visiter. Ouais. Effectivement, ça pourrait me rendre triste si j'arrive pas à passer au-delà de ce manque de motivation. Et qu'en plus de ça, mon corps a tellement évolué qu'il ne me permet plus d'aller grimper des trucs. Que c'est irrémédiable. Et si tu faisais un peu de Après, course c'est jamais irrémédiable. à pied? Je déteste courir. Tu détestes la course? Impossible pour moi. C'est vachement bien. Sprinter, j'adore, mais vraiment, le courir sur de l'endurance, c'est... Je comprends pas les gens qui courent. Bon, en tout cas, moi, ce que je voulais véhiculer, vous l'aurez compris, c'est l'acceptance de soi-même. Toi, c'était aborder ta perte de motivation. Si elle ne revient pas, c'est pas grave, car je serai moteur. Je suis le chef de projet de sport extrême. Alors, pour juste teinter un tout petit peu, parce que là, on peut se dire, ouais, c'est alarmant, putain, il a plus de motif, il veut plus s'entraîner, il y a plus de vidéos, c'est terminé. Non, pas du tout. Non, il parlait vraiment pour lui-même. Votre réflexion pourra me donner des idées aussi de compréhension si vous aussi, vous avez vécu ou vous vivez la même chose. Mais je veux dire, l'important dans la vie, c'est d'avoir toujours un moteur de quelque chose. Peut-être que c'est irrémédiable et j'en sais rien, peut-être que je suis plus motivé à aller m'entraîner comme avant, mais c'est pas grave, je sais que j'ai des nouveaux moteurs qui n'ont rien à voir avec le sport, qui sont sur des trucs différents, tu vois, les envies de rénovation, des machins, enfin il y a plein de sujets qui me passionnent, donc l'important dans la vie c'est d'avoir quelque chose qui vous motive tous les jours à vous lever le matin, je pense que c'est vraiment l'essentiel, et puis c'est pas grave si t'as moins envie de t'entraîner, enfin je connais aucun grand champion, même olympique, qui, à 70 ans, continue de se fumer de ouf à la salle. Il y en a qui ont trouvé leur bonheur dans présenter des événements sportifs, dans produire, je sais pas, des événements, dans accompagner en termes de coaching des athlètes. Moi, je veux dire, tu as plein de branches différentes qui restent dans des disciplines que tu aimes profondément. Mais c'est juste qu'effectivement, je pense qu'il y a des moments de ta vie où il y a des choses à faire et que ça évolue. Je pense que je suis très content que pendant des années, jusqu'à nos débuts 30 ans, on ait fait tous ces sports, ces activités à haute intensité. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est des sports avec des intensités différentes. Et encore que, tu vois, la moto me fatigue 100 fois plus que tous les entraînements de parcours escalade qu'on a pu faire. C'est drôle, hein, ça, quand même, parce que... ouais, c'est vraiment que toi, t'es fait pour l'effort bref, quoi, tu vois. T'es pas fait pour le truc qui te sape doucement. Bah ouais, je peux l'enquiller sans problème et prendre sur moi, mais c'est pas un truc qui va me procurer beaucoup de plaisir par rapport à juste... Ah ouais, là, pendant 30 minutes, je me suis tué et c'est terminé. Avec la moto, là, 6h, 7h, 8h, quand est-ce que ça s'arrête? Mais c'est long, et quand t'as beaucoup rattrapé, c'est encore plus long, quoi. Du coup, les amis, on espère que ça vous a bien plu. En tout cas, nous, c'est toujours un moment introspectif. Ouais, j'en recommande une, comme ça, c'est fait. Vous connaissez sûrement chaîne YouTube Syllabus, qui habite du coup au Québec, au Canada, et qui fait chaîne de vulgarisation scientifique tout simplement, mais avec beaucoup de choses liées au sport ou des questions qu'on se pose en fait. C'est de la pure vulgarisation scientifique, mais c'est très bien fait, très bien expliqué. Je vous conseille une vidéo, celle sur les tractions, où elle compare finalement pourquoi les chauves-souris ne se fatiguent pas à rester suspendus pendant des heures et des heures, alors qu'un humain, au bout de 10, 15, 20 minutes suspendu, il y a des choses par rapport à comment on est formé qui fait qu'on galère, donc je vous spoil pas la vidéo, vous irez voir. Belle question, j'avoue, mais c'est vachement intéressant et elle compare justement le mouvement de la traction sur les humains avec la particularité génétique physiologique des chauves-souris. C'est très intéressant, mais c'est pas que là-dessus, c'est sur plein de choses diverses et variées. Je regarde pas beaucoup de chaînes vulga, mais celle-là j'aime beaucoup. Donc voilà, Syllabus. SCILABUS, je crois que je me suis engagé dans un jeu dangereux d'orthographe, mais ça s'écrit comme ça normalement. Ou ça peut être aussi une musique, un film, un truc que tu as vu récemment, un podcast, une vidéo YouTube, une chaîne. Wow, mec. Un ricain avec des 4x4. Non, ouais, la seule reco que je peux faire, mec, c'est celle de dormir si vous n'êtes pas parent. Parce que quand vous serez parent, vous ne dormirez plus du tout. Et non, ouais, profitez de votre sommeil, quoi. Il a de la valeur. Récemment, j'ai vraiment pas eu de temps pour moi. Du coup, j'ai pas de trucs nouveaux à partager. Non, très bien. Sur ce, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un futur podcast. Je ne sais pas si on aura un invité, parce qu'il n'est pas encore tourné. Peut-être qu'on sera de nouveau tous les deux. On va réfléchir. Et puis voilà, on fait plein de bisous. À très vite. Ciao.